Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, Capital vous propose une émission destinée au barrage. C'est pourquoi, à la suite du 50e anniversaire qu'a connu Fréjus lors de la rupture du barrage de Malpasset, différentes questions se sont posées. Alors en effet, que s'est-il passé le 2 décembre 1959? Pour tenter de comprendre cette catastrophe, la principale raison qui a suscité la volonté de cette émission est comment fonctionnent les barrages. Effectivement, à travers les explications que nous allons définir et démontrer, nous verrons l'historique des barrages, puis leur fonctionnement, pour finir sur leur impact environnemental. Donc, le premier barrage officiellement recensé dans le monde est celui du Nil qui se construisit vers 4000 ans avant Jésus-Christ. Les barrages sont nés par l'idée d'utiliser la force de l'eau dans le moulin à eau où on utilisait l'eau d'une rivière pour entraîner la roue qui servait à moudre les grains de céréales pour en faire de la farine. Le principe du moulin à eau est donc, grâce à la force de l'eau, d'entraîner un axe lui-même relié à un autre pour ainsi transformer cette dernière en une action mécanique. Dans le cas précédent, la force de l'eau a été transformée en action mécanique et c'est ce qui a donc pu permettre aux graines de céréales d'être transformées en farine, avec un broyeur bien évidemment. Alors pour revenir au barrage construit sur le Nil, la principale raison qui a déterminé sa réalisation était le fait de détourner l'eau afin de pouvoir construire la ville de Memphis. Mais avant tout, la raison qui pousse à construire les barrages est le stockage d'un grand volume d'eau, pour qu'il soit disponible en cas de besoin, car un barrage donne à l'homme un réservoir d'eau. Ce stockage est beaucoup plus économique que d'autres types de réservoirs et son volume est appelé la capacité. En effet, cette capacité est susceptible d'être utilisée pour l'irrigation des terres cultivées, l'alimentation en eau des collectivités humaines, le stockage de l'eau pour la production d'énergie, la dérivation de l'eau dans un canal, l'utilisation sportive et touristique d'un plan d'eau, l'élevage des poissons, la lutte contre les incendies, et enfin la récupération des matériaux entraînés par le cours d'eau. Et aussi Laura, en France, on peut compter environ 250 barrages hydroélectriques. Alors certains sont construits en montagne, d'autres sur des rivières ou encore des fleuves. Et tous ces barrages permettent de produire environ 18% de l'électricité que nous consommons. Alors 18% ça paraît pas énorme, surtout si on les compare aux 75% produits par les centrales nucléaires. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça représente des quantités d'eau colossales. Et dans les Alpes, on peut compter environ une soixantaine de barrages hydroélectriques, dont 24 grands barrages qui n'ont pas tous la même forme, car cela dépend du site où ils ont été construits. Au départ, on élevait de gigantesques digues de pierre et ces barrages faisaient le poids. Ce n'est pas pour rien qu'on les a baptisés barrages poids parce qu'ils sont très lourds. En France, le plus haut est celui de Serponçon qui retient plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, on construit toujours des barrages poids, mais la terre et les cailloux ont été remplacés par du béton. Laura va maintenant vous présenter les barrages poids et les deux autres types de barrages. Voici les barrages de Serpençon définis par Mathieu précédemment. Dans notre environnement, nous pouvons aussi croiser des barrages voûtes qui eux sont construits en béton et s'appuient sur les parois rocheuses de part et d'autre de la vallée. Grâce à leur forme courbée, ils permettent un report de la pression de l'eau sur les parois du barrage, comme le barrage de Tignes. Les barrages à contrefort, quant à eux, peuvent avoir la même structure que les barrages voûtes ou les barrages poids, mais ils possèdent une série de murs parallèles, souvent triangulaires, qui permettent de reporter l'effort de l'eau sur les différents contreforts, comme le barrage de la Gérotte en Savoie. Le barrage de Rossan, quant à lui, est assez original puisque c'est un mélange de barrages voûtes et de barrages à contrefort. Ces différents types de barrages sont souvent en béton et nécessitent des fondations rocheuses de qualité. À Fréjus, ces dernières n'étaient pas de bonne qualité, la roche a cédé et le barrage s'est effondré. Alors, pour éviter que ça se reproduise, nous étudions de fond en comble les roches de la vallée et nous décidons si oui ou non nous construisons le barrage. Et dans le monde, nous avons deux grandes familles de barrages. Alors tout d'abord, nous avons les barrages de haute chute que nous pouvons trouver en montagne. Ces barrages, pour faire tourner la turbine dans la centrale électrique, n'utilisent pas le débit de l'eau, mais la force de l'eau qui chute. L'eau du barrage est acheminée jusqu'aux turbines par une canalisation qu'on appelle conduite forcée. L'autre grande famille de barrages que nous rencontrons dans notre paysage sont les barrages de rivière. Là, la hauteur de chute est très faible, mais en revanche, le débit de l'eau est très important, ce qui permet de faire tourner la turbine.
car tous les ruisseaux qui descendent de la montagne viennent grossir la rivière. Alors maintenant, si on comparait les deux, sur les barrages de haute chute, pour produire 1 kW, il faut 1 m3 qui chute de 450 mètres. Alors que pour les barrages de rivière, pour produire le même kilowatt, il faut 100 m3 qui chutent de 4,50 m. Maintenant Laura, intéressons-nous au plus haut barrage de France. Alors vous le reconnaîtrez très certainement avec sa grande fresque, c'est le barrage de Tignes. Sa muraille mesure plus de 180 mètres de haut, elle n'en finit plus. Quand il a été construit en 1952, il a complètement englouti une vallée et renferme aujourd'hui plus de 235 millions de mètres cubes d'eau. Alors il doit y avoir une pression énorme qui doit s'exercer sur le barrage, alors que quand on le regarde d'en haut, il mesure tout juste 10 mètres d'épaisseur. Alors c'est pas terrible finalement. Évidemment Mathieu, qu'une pression colossale s'exerce sur le barrage. Mais c'est quoi la pression? Nous avons demandé au professeur Carbonel, physicien, d'assister à notre émission afin de nous expliquer et de nous définir les différents termes et les caractéristiques d'un barrage. Accueillons donc maintenant le professeur Carbonel. Donc professeur, je répète ma question. Qu'est-ce que la pression? Alors tout d'abord, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le volume du lac qui fait augmenter la pression, mais c'est la hauteur d'eau. Autrement dit, un lac grand comme ça n'exerce pas forcément plus de pression qu'un lac grand comme ça, puisque c'est la hauteur d'eau qui fait augmenter la pression. Regardons maintenant une expérience réalisée au lycée du Golfe par des élèves de première S et dont je vais vous commenter. Alors on peut voir qu'au niveau du premier trou, la hauteur d'eau est faible, la pression est faible. Mais plus on descend, plus la hauteur d'eau augmente et plus la pression augmente. On peut aussi voir qu'au premier trou, le jet d'eau est de faible intensité, tandis qu'au troisième trou, le jet d'eau est de plus forte intensité. Donc grâce à cette expérience, l'hypothèse est vérifiée. Il y a donc plus de pression à la base qu'au sommet de l'éprouvette, et ceci s'applique aussi pour les barrages. Alors je vais maintenant répondre à votre question. Qu'est-ce que la pression? Alors la pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface, mais vers toutes les directions, vers le bas ou encore vers les côtés. Et c'est pour cela que la pression appuie sur le barrage. Alors à l'école, l'unité est le pascal. Mais dans l'industrie, on étudie en bar. L'équivalent, c'est 1 bar égale 100 000 pascal. Mais pour éviter de se mélanger les pinceaux, on va compter en bar. 1 bar, c'est l'équivalent d'un poids de 1 kg sur une surface de 1 cm². Pour mesurer la pression de l'eau, c'est très simple. Elle augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Concrètement, pour une colonne d'eau de 10 mètres de hauteur sur une surface de 1 cm², on a 1 bar, soit 1 kg par cm². Ici, on a agrandi les centimètres pour y voir un peu plus clair. Si on rajoute 10 mètres d'eau, on a 2 bars, soit 2 kg par cm². Et si on ajoute encore 10 mètres d'eau, on a 3 bars, soit 3 kg par cm². Schématisons maintenant un barrage. Il ne faut pas oublier que la pression atmosphérique est de 1 bar au niveau du sol et qu'il faut donc rajouter. Comme on a dit que la pression s'exerce dans toutes les directions sur un barrage, elle s'exerce donc de chaque côté du barrage, donc elle s'annule. Cela dit, plus la hauteur d'eau augmente, plus la pression à la base du barrage augmente. Voilà pourquoi les barrages sont plus larges en bas qu'en haut. Donc professeur, si j'ai bien compris et si mes calculs sont exacts, comme au barrage de Tignes, il y a une hauteur d'eau de 180 mètres, la pression est donc de 18 bars. C'est exact Mathieu. Regardez. 10 mètres d'eau est égal à 1 bar. Donc 180 mètres d'eau est forcément égal à 18 bars. Alors merci beaucoup pour vos explications professeur. Mais je vais être obligé malheureusement de rendre l'antenne pour une courte page de publicité. Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure pour notre seconde partie d'émission. Merci, à tout à l'heure. D'accord, merci. Merci beaucoup. Allô? Ils sont contents. C'est bon. Allô François?
quelque chose à vous dire. C'est le bien-être de chacun de nos clients qui nous encourage à rendre le gaz naturel et l'électricité plus propres et plus accessibles.